Bonjour à tous. Si vous avez commencé à vous intéresser un peu au développement web, vous avez sûrement entendu, au travers de vidéos, d'articles, etc., des conseils du genre il faut apprendre le HTML, le CSS, JavaScript, Bootstrap, PHP, jQuery, Symfony. Bref, on se retrouve très vite inondé dans une masse de technologies à apprendre et des compétences à acquérir sans au final savoir par où commencer. Alors bien sûr, je dis pas qu'apprendre tout ça c'est inutile, loin de là. Et en général, c'est même des plutôt bonnes technologies qui font partie intégrante d'une formation complète sur les technologies du web. Mais ce que je regrette, c'est que les gens ont plus tendance à se concentrer sur quelle technologie apprendre plutôt que de commencer par la réelle case départ, à savoir comment marche une page web et pourquoi certaines de ces technologies sont devenues aujourd'hui littéralement incontournables. Et en soi, c'est tout à fait possible d'apprendre à développer des sites web sans savoir réellement comment ça fonctionne. Mais en fait, le risque, c'est surtout de tomber dans le trop grand cercle des développeurs qui codent sans comprendre l'envers du décor et donc sans réellement savoir ce qu'ils font. Dans cette vidéo, on va revenir sur les bases, à savoir qu'est-ce qu'une page web et comment ça fonctionne, et quel est le minimum de technologie dont vous aurez besoin pour commencer à programmer en web. Et une fois que vous aurez vu tout ça, eh ben, vous saurez déjà non seulement quelle technologie apprendre, donc ça c'est déjà pas mal, mais surtout pourquoi ces technologies en particulier et le rôle qu'elles jouent dans le fonctionnement du web. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai en plus de ça mon plan d'apprentissage pour vraiment comprendre le web et commencer de manière efficace, ainsi que les 3 meilleurs conseils que je donne à toutes les personnes qui débutent. Alors commençons par le commencement, à savoir qu'est-ce qu'une page web. Donc une page web, c'est tout simplement un fichier qui va être interprété par un navigateur, donc ça peut être Google Chrome, Firefox, Opera, peu importe, et qui contient des informations qui permettent d'afficher ce que l'on a au final à l'écran. Et pour que ça marche, eh ben, ce fameux fichier il doit être écrit dans un langage bien spécifique, à savoir le langage HTML. HTML, c'est le langage de balisage de référence pour écrire tout le contenu et la structure d'une page web. Donc en d'autres termes, en fait, toutes les pages web que vous visitez sont codées avec ce langage. Et je précise bien qu'HTML, c'est un langage de balisage et non pas un langage de programmation. La différence ici, c'est que un langage de programmation comme le C, C++, Java, etc., ça va vous permettre de programmer ce qu'on appelle un comportement, alors qu'un langage de balisage, ça sert juste à structurer des données. Et donc ça ressemble à ça. Les données sont structurées sous forme d'arborescence. Donc ici, je vous ai mis la représentation visuelle du petit code qui est écrit ici. Et chaque nœud de l'arborescence est représenté par ces parties-là, ce qu'on appelle des balises. Donc c'est ces parties-là encadrées par des chevrons. Et il y a une balise ouvrante et une balise fermante qui va venir encadrer toutes nos données. Donc ici, par exemple, dans la balise principale recipe, eh ben, on aura 3 données. Donc title, ingredient list et preparation. Et ingredient list possède un ingrédient. Donc on retrouve bien la structure que l'on a ici. Et le HTML, eh ben, c'est tout simplement un langage de balisage avec un dictionnaire de balises bien spécifique, et chaque balise va représenter un élément ou un groupe d'éléments de notre page web. Donc par exemple, pour prendre les balises connues, on a la balise P, qui va nous permettre de représenter un simple paragraphe, donc du texte. La balise A qui va nous permettre de faire un lien hypertexte, donc ici redirigeant vers google.com. La balise IMG qui nous permet d'afficher une image, ou encore la balise BR qui permet de faire un simple saut de ligne. Mais vous me direz que des langages de balisage, eh ben, il y en a plein, comme XML, SJML et j'en passe. Alors pourquoi est-ce que sur le web, on ne retrouve que du HTML? Eh bien la raison, c'est qu'au début du web, il y avait non seulement besoin d'une technologie spécialement dédiée à la création de pages web, mais il y avait surtout besoin d'une norme autour de laquelle les développeurs pouvaient se rassembler. Et ça permet non seulement aux développeurs d'avoir une technologie centrale que tout le monde connaît, et du coup c'est beaucoup plus simple pour travailler,
mais surtout pour les navigateurs qui, je le rappelle, sont chargés d'interpréter le code des pages web. Donc s'il y avait eu des centaines de langages de balisage différents, ils auraient dû tout prendre en compte et ça serait vite devenu complètement ingérable. Et c'est pourquoi dans les années 97, l'organisme du W3C, qui est l'organisme de référence concernant les normes du web, recommande le langage HTML pour l'écriture des pages. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, HTML, c'est la référence incontournable pour ça. Donc si vous débutez en développement web, vous serez obligé de passer par HTML. Et même si vous ne codez pas, donc par exemple si vous utilisez WordPress ou des autres solutions comme ça qui vous permettent de faire des sites web sans coder, eh ben, je vous recommande quand même d'avoir les bases parce que ça vous permet au moins de pouvoir comprendre l'envers du décor de ce que vous faites. Donc maintenant avec HTML, on peut créer des pages web. Mais comme vous le voyez à l'écran, il manque quand même quelque chose. Donc ok, ça nous donne les clés pour écrire et structurer nos pages web, mais ça reste quand même très limité en matière de mise en forme, si on ose appeler ça de la mise en forme. Du coup, pour la partie design, on va devoir utiliser ce que l'on appelle un langage de style, lui aussi recommandé par le W3C, qui va nous permettre de coder le design de notre page, le langage CSS. Et je précise que le CSS n'est toujours pas un langage de programmation, vu que l'on va simplement coder un design fixe et non pas un comportement. Le principe du CSS, c'est que l'on va venir coder des règles de style qui vont pouvoir nous permettre de définir le design de notre page. Par exemple, ici, on a 3 règles de style, donc qui sont représentées par des blocs comme ceci. Et ces règles de style sont divisées en 2 éléments. Donc dans un premier temps, on a les propriétés qui vont nous permettre, qui sont tout simplement des éléments de design. Donc ici, par exemple, la taille de la police, le style de police, la couleur du texte, la taille du bloc, etc. Et le deuxième élément, c'est le sélecteur qui va nous permettre de cibler sur quels éléments HTML toutes ces propriétés de style vont venir se mettre. Et toutes ces règles, on va venir les appliquer stratégiquement dans notre page HTML pour pouvoir faire varier un petit peu le design, ce qui nous donne un résultat très convaincant. Et le tout uniquement avec du code. Bref, avec CSS, les possibilités de design sont quasiment infinies. Et encore une fois, il suffit d'aller sur vos sites préférés pour vous en rendre compte, vu que, étant donné que le CSS c'est un standard comme le HTML, eh ben, il est derrière quasiment tous les sites web que vous retrouverez sur le net. Donc maintenant, on peut structurer nos pages et les mettre en forme. Et pour la plupart des pages, ce sera suffisant. Mais à ce stade, il y a toujours une chose que HTML et CSS ne nous apportent pas, et c'est de l'interaction avec l'utilisateur. Parce que par défaut, une page, à part cliquer sur des liens et des boutons, on ne peut pas faire grand-chose. Autrement dit, tout ça, ça manque un peu de comportement. Et comme je l'ai dit juste avant, si on veut créer un comportement, eh ben, il faut impérativement utiliser un langage de programmation. Alors HTML apporte certes quelques éléments d'interaction comme des éléments de formulaire comme des champs, des boutons, des choses comme ça. Mais c'est comme pour la mise en forme, on se retrouve très vite limité et surtout rien n'est vraiment personnalisable. Il faut se contenter de faire avec ce qu'on a par défaut. Et du coup, le langage de programmation qui est recommandé par le W3C, c'est le langage JavaScript. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails concernant JavaScript ici parce que ça me prendrait sincèrement des heures, mais une de ses particularités, c'est qu'il permet d'interagir très facilement avec notre page grâce à ce qu'on appelle le DOM. Donc le DOM, en fait, tout simplement, c'est un objet qui permet de représenter le contenu de notre page. Et ça, c'est ce qui rend JavaScript super efficace si on veut ajouter ou retirer des éléments sur notre page, donc directement des éléments HTML, modifier des règles de style ou alors travailler avec les données d'un formulaire. Et comme JavaScript est un langage de programmation, eh ben on peut aussi faire des choses très classiques des langages de programmation, comme des fonctions, des variables, etc. Pour résumer, une page web, c'est un fichier contenant du code HTML qui va nous permettre de créer le contenu et la structure de notre page. Et à ce fichier, on va y incorporer du code CSS pour la mise en forme,
du code JavaScript pour le comportement et d'autres ressources comme des images, des polices d'écriture, etc. Et notre navigateur va ensuite pouvoir interpréter ce fichier pour pouvoir afficher le résultat que l'on a à l'écran. Et ça, il ne faut pas beaucoup de ressources pour le tester. Tout ce dont vous avez besoin, c'est bien sûr un navigateur pour pouvoir visionner le résultat. Donc vous pouvez utiliser votre navigateur par défaut, il n'y a pas de souci. Je précise juste, je mets une petite réserve pour Internet Explorer, puisque étant donné qu'il interprète le code HTML et CSS et JavaScript un petit peu bizarrement, eh ben, il risque de vous faire rentrer des mauvaises habitudes. Donc privilégiez des navigateurs classiques comme Google Chrome, Firefox ou alors le successeur d'Internet Explorer, Edge. Et il vous faudra aussi un éditeur de texte. Donc pour ne citer que les plus connus, on a Visual Studio Code, Atom, Sublime Text ou Brackets, qui sont les éditeurs de texte les plus aboutis pour programmer en web, qui vont vous permettre de programmer plus efficacement en mettant en couleur la syntaxe, en ajoutant des autocomplétions, etc. Même si, en théorie, vous pouvez utiliser le bloc-notes, mais je ne vous le conseille pas. Si vous voulez savoir, durant les démonstrations, j'utilisais l'éditeur de texte Visual Studio Code et le navigateur Brave, qui est un équivalent à Google Chrome. Et ensuite, tout ce qu'il vous faut, c'est de créer un petit fichier avec l'extension .html, y ajouter un petit peu d'HTML et de CSS, puis ouvrir le fichier avec votre navigateur et la magie opère. Donc maintenant que vous savez tout ça, je vais vous montrer par où vous pouvez commencer pour créer vos premières pages web. Donc bien sûr, la première chose que vous allez apprendre, c'est le HTML, puisque c'est ce langage qui vous permettra d'ouvrir les portes sur tout le reste. Donc je vous conseille de débuter avec les bases, c'est-à-dire en apprenant les balises de base, les attributs principaux. Donc les attributs, c'est ces petites parties ici qui vont en fait servir de complément au comportement de base des balises. Ensuite, je vous conseille de regarder un petit peu plus en détail les éléments qui vont vous permettre de structurer votre page, puisque c'est le deuxième élément très important du langage HTML. Donc par ici, j'entends des balises comme div et span qui sont sûrement celles que vous allez utiliser le plus. Donc ça vous apprendra non seulement à structurer vos pages web, mais surtout à analyser plus en détail la manière dont votre navigateur construit le résultat que vous avez à l'écran. Enfin, je vous invite aussi à vous renseigner au maximum sur les bonnes pratiques de code, parce que HTML, c'est un langage qui est tellement permissif qu'il est super facile de tomber dans la facilité et de faire du code complètement horrible et illisible. Donc mon conseil ici, c'est de suivre tout simplement les recommandations du W3C et au début d'utiliser leur validateur HTML, qui est un outil qui vous permettra, qui va analyser votre code HTML et qui va ressortir des remarques, des erreurs, etc. Et je pense que c'est bien d'utiliser cet outil au moins au début pour au moins faire rentrer les bonnes pratiques. Donc je vous mets un lien dans la description pour ça. Ensuite, il vous faudra bien sûr du CSS, puisque avec seulement du HTML, vos pages ne vont pas être très intéressantes. Donc ce que je vous conseille, c'est de commencer tranquillement en apprenant les propriétés de base, au moins pour se familiariser avec la syntaxe. Un autre point important, c'est aussi de s'intéresser aux sélecteurs, qui sont les parties qui vont vous permettre de cibler vos règles de style. Donc ici, encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller dans les détails, juste quelque chose qui est important, c'est au moins de connaître la différence entre un sélecteur d'ID, représenté ici par un dièse, un sélecteur de classe qui est représenté ici par un point, et un sélecteur de balise qui n'est représenté par rien. Puisque ça, c'est les trois sélecteurs que vous utiliserez le plus souvent. Et aussi, une autre chose, cas typique, c'est de savoir faire la différence entre ces trois sélecteurs ici, qui sont très similaires vus comme ça, mais qui fonctionnent très différemment. Et si vous savez déjà ça, eh ben, vous aurez déjà vu 90% de l'utilisation des sélecteurs. Donc pour les cas plus précis, ne vous embêtez pas avec ça, vous pourrez très bien apprendre au fur et à mesure. Et après ça, ce que je recommande, c'est de commencer à manipuler des trucs un petit peu plus chiants à prendre en main. Donc par truc chiant, j'entends
les margins, les paddings, display, float, etc. Tout ce qui va vous permettre d'agencer les éléments sur votre page. Donc pour moi, l'agencement des éléments en CSS, c'est la partie la plus difficile, puisqu'on va toucher directement à la manière dont les éléments visuels vont s'organiser dans l'interface. Et bien que ça a l'air facile vu comme ça, c'est beaucoup moins intuitif que ça en a l'air au premier abord. Et je pense d'ailleurs que tous les développeurs web qui sont passés par là y ont perdu des cheveux. Et moi le premier d'ailleurs. Mais une fois que vous aurez tous ces concepts en main, eh ben, ça va vraiment vous simplifier la vie pour vos futurs développements. Et enfin, pour terminer, on a le JavaScript. Donc comme je l'ai dit plus tôt, le JavaScript c'est super large, il faudrait vraiment des centaines d'heures pour tout apprendre. Mais honnêtement, pour ce que vous allez faire au début, vous n'allez pas trop vous en servir. Donc ce que je vous conseille, c'est déjà d'apprendre la syntaxe de base du JS, donc comment faire des variables, des fonctions, des événements, etc. Alors les événements, je mets un point particulier là-dessus. C'est très important vu que c'est ce qui vous permettra de déclencher votre code JavaScript quand l'utilisateur interagit avec votre page web. Mais au-delà de ça, il est aussi nécessaire d'apprendre la manière dont le langage fonctionne, puisque comparé à d'autres langages de programmation, il a ses particularités et il y a certains concepts qui sont un peu surprenants comparés au langage plus traditionnel. Mais rien de très difficile, rassurez-vous. Et une fois que vous avez les bases en main, vous pourrez ensuite vous intéresser au DOM pour pouvoir interagir avec vos éléments HTML. Donc encore une fois, rien de très compliqué si vous avez eu la bonne documentation sous la main. Et pour le JS, ce sera à peu près tout pour le moment. Après, c'est sûr que si vous voulez faire des applications web un petit peu complexes, il faudra creuser plus dans le JavaScript, puisque ce sera de loin la plus grosse partie de votre code. Mais encore une fois, chaque chose en son temps et pour débuter, je vous conseille déjà de rester sur les bases et d'apprendre au fur et à mesure quand vous aurez des besoins. Et une fois que vous serez bien à l'aise avec HTML, CSS et que vous aurez des bases en JavaScript, eh ben, vous saurez faire ce que l'on appelle du développement front-end, c'est-à-dire créer directement des pages web. Et l'étape d'après, eh ben, c'est de faire ce que l'on appelle du back-end, donc c'est-à-dire tous les développements côté serveur. Mais tout ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Pour conclure, comme promis, je terminerai par les 3 règles d'or à suivre si jamais vous vous lancez dans le développement web. Et premièrement, c'est de ne pas apprendre tout par cœur. Connaître toutes les balises HTML, toutes les règles CSS, tous les machins, les trucs comme ça sur le bout des doigts, eh ben, ça va vous servir absolument à rien et ça va juste vous faire perdre un temps phénoménal. Et en fait, vous verrez que c'est beaucoup plus intelligent de pratiquer en s'armant d'une documentation bien fournie plutôt que de perdre des dizaines d'heures à tout apprendre pour au final oublier les 3/4 parce que apprendre toutes les propriétés CSS, c'est comme apprendre tout le dictionnaire, ça sert à rien. Et d'ailleurs, même les vétérans du développement web, donc c'est-à-dire des gens qui ont des années d'expérience, passent encore du temps maintenant à rechercher sur Internet des noms de balises, des règles de style, etc. Donc voilà, il n'y a pas de honte à ne pas tout savoir. Il vaut mieux apprendre au fur et à mesure et développer avec une bonne doc à côté de soi, plutôt que de tout apprendre par cœur. Ça va juste vous faire perdre un temps phénoménal. Et en parlant de doc, je ne peux que vous conseiller les sites w3schools.com qui est la référence absolue en ce qui concerne le développement web et notamment les balises HTML et les règles CSS. Et aussi la doc de Mozilla, donc la doc MDN, qui est très très fournie, notamment en tout ce qui concerne JavaScript. La deuxième chose, et on en revient à ce que je disais au début de la vidéo, c'est de ne pas foncer dans les frameworks et toutes les technologies en tout genre. Donc par exemple, je vois beaucoup de gens sur Internet qui conseillent aux développeurs débutants de passer le plus vite possible à des technologies comme Bootstrap ou Sass pour ne plus avoir à faire, pour ne quasiment plus avoir à faire de CSS pur. Alors ouais, ça c'est des technologies qui sont super pratiques et super intéressantes, mais conseiller ça à un néophyte, pour comparer, c'est un petit peu comme conseiller à un pianiste débutant de ne pas apprendre le solfège, puisque de toute façon maintenant il y a d'autres techniques pour représenter des partitions.
En fait, il faut voir la valeur d'apprentissage de ces technologies. Et je vais prendre l'exemple de Bootstrap. Donc pour l'exemple, pour les gens qui ne connaissent pas, Bootstrap, c'est un énorme fichier CSS qui a été développé par les gens chez Twitter et qui permet de structurer vos pages web sous forme d'une grille. Donc ça permet de rendre vos pages à la fois très élégantes et super pratiques à développer, vu qu'il y a plein de choses que vous n'avez plus besoin de faire en CSS par vous-même. Et bien ça, même si c'est une technologie que j'utilise quasiment tous les jours, et ben au final, c'est pas une technologie qui m'aura appris grand-chose sur le CSS. Et à partir du moment où vous aurez besoin de faire des trucs un petit peu plus poussés, c'est-à-dire hors des limites de Bootstrap, et ben si vous ne connaissez pas les bases du CSS, vous allez vous retrouver complètement perdu. Donc voilà, il vaut mieux d'abord connaître les bases du CSS, même si c'est un petit peu chiant, on va pas se le cacher, mais ça va vous retirer une grosse épine du pied plus tard. Et ensuite, bien sûr, vous pourrez passer à ces technologies qui vont vous simplifier le travail. Et troisièmement, le meilleur des conseils pour apprendre à développer sur le web, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Donc quand je dis pratiquer, c'est faire des petites pages, vous donner des petits défis, des petits projets, etc. Sortir de votre zone de confort, ça c'est très important. Bref, développer, coder par vous-même. Et en informatique, il n'y a pas de secret, à peu près n'importe quelle technologie que vous allez apprendre, c'est vraiment l'implémentation de vos connaissances qui vous fera progresser. Les connaissances théoriques, c'est bien, il faut les avoir, mais là où vous allez vraiment gagner un boost de progression, c'est quand vous allez les implémenter, c'est-à-dire faire des choses par vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc si vous avez des questions, des remarques ou même des critiques, vous pouvez tout poster dans les commentaires, je prendrai soin de lire tout ça. Hormis ça, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner si vous avez appris des choses ou si vous avez juste aimé la vidéo. Ça m'aidera beaucoup pour le référencement à faire connaître la chaîne. Et si vous voulez approfondir un peu plus, je vous invite à passer faire un tour sur mon site web itexpert.fr où je publie des articles sur mes découvertes, les bonnes pratiques de développement et toutes ces choses-là. Tous les liens sont en description. À la prochaine.